Dans un monde où la méchanceté, les moqueries et le regard des autres semblent très souvent dicter notre perception de nous-mêmes, se connaître et s'accepter deviennent indispensables pour se réaliser. Le pouvoir de l'acceptation de soi est le thème dans lequel nous nous plongeons cet après-midi. Mesdames et messieurs, bon dimanche et bienvenue à l'émission En toute sincérité avec le mentor Gaël. Émission qui décrit les faits sociaux en toute franchise et à cœur ouvert. Je suis Madame Ghislaine et je vous retrouve après le jingle. De retour sur ce plateau, dans toute sincérité, avec le mentor Gaël. Aujourd'hui, comme je l'ai dit auparavant, nous allons parler du pouvoir de l'acceptation de soi. Comment s'assumer, comment s'accepter. Avec moi sur ce plateau, pour justement développer ce sujet, nous avons deux vaillantes personnes dont la nature, si on peut dire, a été un tout petit peu ingrate, mais ils ont su accepter leur handicap et surmonter le coup et d'être des personnes aujourd'hui que nous pouvons apprécier, des personnes vaillantes. À ma droite, bien sûr, nous avons le mentor Gaël, notre consultante permanente. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Comment vous allez ce dimanche? Super bien, le Seigneur guide. Amen. Donc, je vais vous laisser le soin, Monsieur Gad, de vous présenter. Oui, je m'appelle Rodolphe Faïssi, je suis entrepreneur, je suis animateur radio et télé. J'essaye de boxer avec la vie comme toute personne normale. En plus, moi, je ne me considère pas comme une personne diminuée parce que j'essaye de me mettre un peu de partout. J'ai fait tout ce qui est possible à l'homme de faire. Ça, c'est la force que le Seigneur m'a accordée. Je suis fier de représenter toujours à chaque fois que l'opportunité se présente, quoi. Oh, c'est très bien. Et à côté de vous, on a M. Bouyou Yannick, dont je laisse le soin de se présenter. Oui, je suis Mbou Yannick Gabin, écrivain, théologien et non-voyant. Oui, voilà. Je crois que j'ai pu donner toute la présentation. Oui, voilà. Voilà, merci. Vous avez dit marié. Excusez. Vous venez de vous marier. Hein? Il faut qu'on sache. Oui, La lance se marie encore. oui, je suis marié à votre charmante épouse. Mbouyo Suzy Oriol. Je l'appelle généralement mon paragon. Oui. Elle est psychologue aussi. Ah bon? Oui. Wow, on va l'inviter sur le plateau, un de ces quatre. Ok. Donc, pour ceux qui nous connaissent, nous allons faire le rituel que nous avons l'habitude de faire. Avant ça, je vais demander à tout le monde de se connecter, bien sûr, de commenter, de partager et de liker. Inviter des amis, il y a des gens qui ont besoin d'écouter ce que nous avons à dire. Donc, on va lever tous la main droite. Et vous allez répéter après moi. Vous répétez après moi. Je promets d'être sincère. Je promets d'être sincère. De dire réellement ce que je pense. De dire réellement ce que je pense. Sans faux fuyant. Sans faux fuyant. Sur le sujet. Sur le sujet. Donc, vous avez promis d'être sincère. Ici, on ne parle pas en prison, on peut se mettre les amendes 100 000. Nous, on aime l'argent. Si vous n'êtes pas sincère. Donc, vraiment, c'est une émission qu'il a faite pour... je ne sais même pas si j'ai envie de dire éduquer. Pour aider. Ils ont pour aider. Donc, pour ça, ils ont besoin d'un maximum de sincérité afin de pouvoir tirer de votre expérience pour mieux affronter les difficultés de la vie. Dites-moi, monsieur Ngaï, je vais commencer par vous. À quel âge et dans quelles circonstances avez-vous eu votre handicap? Déjà, merci de me passer la parole. Tout ce que Dieu fait est bien. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui parce que aujourd'hui, je suis un grand homme et j'ai toujours souhaité avoir cette occasion de m'exprimer devant le monde pour dire surtout aux personnes diminuées, handicapées, que le fait d'être handicapé n'est pas la fin du monde. C'est être prêt à accepter. Parce que la nature fait des choses comme elle a toujours fait et puis il faut être prêt à accepter son handicap. Alors, mon enfance, c'est vrai, au départ,
On a dit au départ, c'est la vérité. Bon, je ne vais pas frustrer ceux qui nous regardent ou ceux qui vont pas. Sincèrement, je vais dire cette vérité-là. Au départ, mes parents euh, ont été frustrés au départ d'avoir une personne handicapée, disons-le, parce que chaque parent veut mettre au monde. C'est venu à la naissance alors? C'est pas venu à la naissance. Ok. Donc, je suis en train d'aller mollo pour qu'on essaie de comprendre, quoi. Mhm. Donc, au départ, mes parents, je suis né normalement. Mhm. Je suis tombé, j'ai eu cet handicap, j'avais l'âge de 7 ans. Ok. Et 7 ans, ça c'est ma grand-mère maternelle, parce que c'est avec elle que moi j'ai beaucoup grandi. Et à chaque fois, elle était toujours frustrée parce qu'elle disait toujours, je suis le plus beau enfant de la famille, je suis le blanc de la famille. En fait, c'est comme ça qu'elle m'appelait toujours, le blanc de la famille. Et entre parenthèses, les sorciers sont passés par là et ils m'ont raté. Ils ont pris mon pied gauche. Et à chaque fois que je lui posais la question, grand-mère, mais pourquoi on me dit c'est le Kinimax? Parce qu'il y a une période, quand tu es petit, le Kinimax venait d'arriver en Afrique et puis ça fait des ravages. Et ma grand-mère, elle ne voulait jamais croire en ça. Et elle disait toujours que c'était des choses qui étaient préparées mystiquement. Et puis, ils m'ont touché parce qu'ils savaient, tous ont vu mon étoile et qu'aujourd'hui, ils ont réussi leur plan. Un jour, comme ça, ma maman, elle allait puiser de l'eau et elle m'a laissé coucher. Je dormais dans la chambre. Et puis, quelques heures plus tard, il y a une de nos tantes qui est revenue du village, qui venait rendre visite à maman parce que ma maman venait de mettre au monde un beau bébé. Et vous savez, la tradition africaine, elle est venue et pendant ce temps, ça c'est ce que ma grand-mère elle me racontait, hein. Donc, elle me dit pendant ce temps, elle a vu ça d'une autre façon aussi parce elle disait toujours que elle a son troisième œil. Elle voit mieux avec son troisième œil, mais elle ne fait pas du mal. Donc, elle intercède pour ceux qui subissent du mal. Donc, c'est comme ça qu'elle est quittée du village jusqu'en Ngaoundéré, parce qu'on était en Ngaoundéré à l'époque. Mon papa travaillait au chemin de fer et c'est comme ça qu'elle est arrivée. Et lorsqu'elle est arrivée, elle avait déjà constaté qu'on m'avait déjà touché, que cette tante-là m'avait déjà touché. Et à chaque fois que ma grand-mère racontait cette histoire, c'était triste à entendre, très triste à entendre. Et puis, avec cet esprit d'être marginalisé, repoussé, avec ce rejet-là, et c'est comme ça qu'elle, elle a décidé de me prendre à la main, me dit, toi, je vais te prendre et puis je vais faire de toi un homme. Et c'est comme ça que j'ai commencé à grandir, cultiver. Ça n'a pas été facile. Mais pour dire en résumé, je ne suis pas né comme ça. C'est à l'âge de 7 ans que Et ça s'est passé comment? Il y a eu accident ou bien c'est Pas d'accident. un jour comme ça? Un jour comme ça, je suis né normalement et puis on parle de Kinimax et puis on parle de sorcellerie. Donc il y a deux choses, il y a deux histoires. Bon, et c'est l'histoire de ma grand-mère, l'histoire de la sorcellerie qui était plus fréquente. Parce que quand moi je disais à grand-mère que non, ça n'existe pas la sorcellerie, que la sorcellerie existe. On a vu ton étoile et puis on a essayé de bloquer ça d'une autre façon en touchant ton pied gauche. Et comme on est dans ce monde, tu vas recevoir beaucoup de rejet. Parfois, tu peux dire des choses qui sont bien, mais parce que tu représentes un handicap qui n'est pas propre ou acceptable devant des autres, tu vas subir ça de temps en temps. Et puis, il a fallu du temps. Il a vraiment fallu du temps. Jusqu'aujourd'hui, ça ne venait pas de moi. C'est pourquoi je rends toujours grâce à Dieu parce qu'il m'a donné beaucoup de force de comprendre. Ben, j'ai pas totalement accepté l'histoire de ma grand-mère puisque cette histoire-là, jusqu'aujourd'hui, ça n'allait jamais changer mon handicap. Pour la petite histoire, il y a une fois, un prêtre est venu au Cameroun, on l'appelait, si j'ai bonne mémoire, c'était allemand, c'était Bonkar, quelque chose comme ça là. Bonquier, voilà. Il est venu une fois et puis, je ne vais pas dire ça une illusion, excusez-moi. Il a dit il allait faire marcher
des boiteux et changer leur handicap. Parce que si je me lève, mon handicap, il est bien visible. Ça fait que le pied droit, il est normal, le pied gauche, il n'est pas normal. Donc, ils n'ont pas le même, le même poids ou le même volume. Donc, ça fait que lui, dans ma tête, savait que quand il revient au Cameroun, c'est qu'il va changer mon pied gauche et mon pied gauche va ressembler au pied droit. Il serait normal, il serait plus diminué physiquement. Et puis, nous sommes allés à cette veillée. Pour vous dire la vérité, je suis rentré un peu dessus parce que moi, dans ma tête, je savais que il est venu au Cameroun pour changer vraiment ma situation. Et jusque-là, aujourd'hui, quand je suis sorti de là, j'ai dit, bon, tiens, ça va jamais changer. C'est comme ça que je vais demeurer. On va m'enterrer comme ça. Et puis, physiquement, ça va se présenter autant pour moi, mais dans ma tête, ça n'existe plus. Dans mon esprit, ça n'existe plus. Je suis un homme heureux, quoi. Amen. Monsieur Bouillon, vous, ça s'est passé dans quelles circonstances, à quel âge? Oui, là... Je précise que vous êtes malvoyant, vous avez bien dit ça. Ouais, bon, ouais, ça s'est passé quand j'étais encore un petit élève garçonnet, j'étais en classe de 6e. Ouais, j'étais à cheval entre la 6e et la 5e. Et voilà comment un dimanche 1er août 2004, plus exactement, je sortais du QT d'enfant. Lorsque ma vue a commencé à s'amenuiser et elle diminuait et je voyais comme du brouillard devant moi. Et j'ai pris peur, j'ai accouru et j'ai informé les parents. Voilà, eux allaient, tout m'ont conduit immédiatement à l'hôpital. J'ai subi quelques opérations, au cours desquelles les lentilles m'ont été glissées dans les yeux, placées, voilà. Et par la suite, la vue s'est un peu améliorée, mais juste pour quelques jours, c'était les derniers jours, hein? Pour quelques jours juste. Et par la suite, donc, je suis retourné à l'hôpital, au docteur de nous faire savoir qu'il ne pouvait plus rien et que je devais juste rentrer à la maison. Voilà, nous comprenons la suite. C'était comme un coup de tonnerre parce que déjà, je ne suis pas l'unique personne à être non-voyante à la maison parmi mes frères. Et les deux parents au départ sont porteurs du gène. Donc, héréditairement, j'espère que ça existe, voilà. Ils ont estimé, les médecins, que c'est une maladie voilà, héréditaire. Oui, donc j'hérite cela de mes parents, parce que les deux étaient porteurs du gène. C'est pourquoi parmi les descendants, il y a oui, des personnes saines, il y a des malades aussi. Oui, il y a même des vecteurs, il y a tout genre. Parce que, oui, j'ai des frères qui sont non-voyants, j'ai des frères qui sont sains, qui n'ont même pas une anomalie visuelle, non. Oui, voilà. Donc, voilà comment j'ai perdu la vue et c'était pas facile, hein, c'était pas facile, s'il faut embrayer de cette manière. Quand je perds la vue, c'est très difficile, en fait, parce que j'étais habitué avant à jouer au foot comme tout enfant, à aller, à marcher, à monter, descendre. Et là, je me rends compte que je suis devenu prisonnier et je ne peux plus sortir de la maison. Quand l'heure de 2-0 arrive, vous voyez, la migraine monte, l'adrénaline est sécrétée dans mon organisme. Ça devient très compliqué là, voilà. Et je commence à en vouloir à Dieu, que Dieu m'a oublié, Dieu, je commence, malgré que j'étais chrétien, s'il vous plaît, voilà. Donc c'est... Pardon? Ah oui, voilà, donc ça n'a pas été évident. Et à côté de ça, j'ai eu aussi l'impression que j'étais aussi animé, après la perte de la vue, d'un esprit de suicide, parce que je n'acceptais pas encore, en fait. Ah oui, je n'acceptais pas encore, je ne réalisais pas encore. Le suicide se manifestait comment? Quand j'étais à l'immeuble, peut-être au premier niveau, j'entendais quelque chose qui me disait, par exemple, va, jette-toi pas vers le bas, tu souffres beaucoup, tu as perdu la vue, tu souffres beaucoup et tu n'es pas très aimé. Quand j'ai traversé un pont, la même chose, le même son se reproduisait, et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'était très compliqué, c'était pas facile en fait. Oui, c'était pas du tout évident. C'est avec du temps et des prières que j'ai accepté le handicap. Ah oui, il faut être honnête. C'est du tout pas évident. Et est-ce que vous avez une scène qui vous a particulièrement traumatisé, dont vous en gardez le souvenir? Une scène traumatisante, frustrante même à la limite. La scène qui m'a traumatisé et dont je garde le souvenir, elle est récente, elle est même d'actualité, elle est même de l'heure. Ah bon? Oui, c'est l'attitude que mon église, l'église évangélique du Cameroun, a adoptée à mon égard après avoir me recommandé à l'école de théologie. Cette dernière, c'est-à-dire l'église, estime
qu'elle ne peut pas recruter une personne à mobilité réduite. Vous voyez? Bon. Après 5 ans de formation, un master 2 en théologie. 4 ans après, 4 ans après, on vient me faire entendre, on vient me tenir un discours du genre, non, mon texte ne permet pas de recruter des personnes. Mais quand vous vous inscrivez, ils ne savaient pas. C'est donc ceux qui m'ont recommandé à l'école. Je suis allé à l'école avec la lettre de recommandation. J'ai même bénéficié, j'ai même joui des avantages de cette lettre de recommandation à l'école à l'époque. Ah oui! Donc, maintenant, après les études, on me chante une chanson que je ne comprends pas. Donc, c'est dégueulasse d'entendre ce genre de choses. Malheureusement, c'est la triste réalité. Je vous assure, depuis 4 ans, parce que c'est en 2020 que j'ai eu mon master en théologie, jusqu'aujourd'hui, je continue à me battre comme je peux pour pouvoir ancrer, pour pouvoir bénéficier d'un recrutement à l'EEC, l'Église évangélique du Cameroun. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Que vous, comme vous êtes malvoyant, vous ne pouvez pas. Est-ce que je ne peux pas prêcher? C'est comme si ma bouche était aussi handicapée, je ne sais pas trop. Que je ne peux pas tenir le tiji. Pourquoi? Que je ne peux pas... Bon, il s'appuie sur le handicap. Il s'appuie sur le handicap. J'ai l'impression, à un moment donné, que c'est comme si je n'étais même pas à l'école. Que j'ai peut-être ramassé les diplômes dans la rue ou alors, je ne sais pas, quand ils tiennent sur les discours. Malheureusement, il y a même des serviteurs de Dieu qui sont allés même plus loin, hein, jusqu'à dire que pour eux-mêmes, les non-voyants même sont des sous-hommes. C'est-à-dire, ouais, ils ont cette considération, je vous assure. Je vous assure, ils ont cette considération. Il y a des serviteurs de Dieu qui pensent que des non-voyants sont des sous-hommes, que des non-voyants ne devraient même pas sortir, ils devraient même rester plutôt à la maison, vous encombrer les rues. Donc, ah oui! Mais moi, je sais pas, peut-être je ne lis pas bien la Bible, mais on disait que Jésus a guéri les aveugles. Bon. Et il les acceptait, non? Oui. Comment les disciples peuvent rejeter les malvoyants, les non-voyants? Pour une interrogation, moi, je ne sais pas. Bon, maintenant, bon, vous avez fait théologie, là. Est-ce que vous pouvez... Commencer à pleurer. Ouais, le mentor, oui. Avant le temps, parce que vous savez, quand vous êtes psychologue, vous pouvez ressentir... Les émotions des personnes. Donc, avant qu'on va revenir sur le mentor, le temps qu'elle se reprenne un peu. Donc, vous, est-ce que vous avez eu une situation qui vous a vraiment touché dans votre parcours? Moi, j'ai eu un mental très fort parce que j'ai grandi dans des quartiers chauds du Cameroun. J'ai grandi à Itoameki, j'ai grandi à Benue, j'ai grandi à Nouvelle. Donc, ce qui fait que je me confrontais aux réalités de la vie dure. Et puis, je ne me laissais pas faire. Et mes amis m'ont appris à jouer au basket. Parce que le sport, je pratique beaucoup le sport, le football, malgré mon handicap. Parfois, moi, j'étais frustré parce que je recevais de temps en temps, comme aujourd'hui. Il y a parfois, quand je m'en vais accompagner mes enfants à l'école, ils sont, parfois, c'est ma fille qui vient me dire, papa, pourquoi on est toujours en train de te dire que ton papa, pourquoi il marche comme ça. Donc, je reçois toujours ces insultes-là, ces moqueries-là. Et puis, parfois même, le plus choquant, c'est que, vous savez, moi, il n'y a aucune femme qui ne résiste à mon verbe parce que moi, je sais parler aux femmes. Et puis, il y a une fois, je suis allé vers ma belle famille et c'est vrai, j'ai été frustré parce que je suis allé dire un jour à ma belle-mère que maman, moi j'aime votre fille, ça fait un bail que je suis avec elle, on a déjà des enfants, je vais l'épouser. Et elle m'a répondu que tu sais, tu es l'enfant de Truy, là-bas c'est mon enfant, avoir un handicapé dans ma famille, moi je ne le souhaite pas. Et puis j'ai dit à la maman là que moi je ne sais pas comment on fabrique l'être humain. Moi je ne sais même pas que moi je suis handicapé parce que moi je suis avec votre fille et elle ne cesse de me dire qu'elle m'aime. Et elle sait bien que je suis handicapé, mais elle se fie pas à ça. Et puis parfois, chaque fois qu'on allait, je me rappelle une fois, elle soutenait en licence en Guaykele. Et puis de ce côté-là, je suis allé avec elle. Mon ami m'a envoyé une veste bien blanche depuis l'Italie, avec une belle chaussure italienne. J'étais très beau. Je me suis habillé, dit chérie, je vais t'accompagner. Quand je suis arrivé à l'université, et il y avait une bande. Bon, ils se sont mis à m'insulter et dire à l'époque, c'était ma copine. Et
Il dit, mais dis donc, c'est tout ce que tu as trouvé pour ramener ici, mais quel délit. Ça, c'est quoi ça? Et puis, j'ai posé la question au monsieur, tu te permets à m'insulter? Il me dit, mais bien sûr, tu es quoi? Tu es rien du bon. Moi, j'accepte que je suis handicapé. À part être handicapé, quelle est l'insulte que tu peux encore me donner? Mais quand moi, je te regarde, mon frère, que Dieu te pardonne. Toi, tu as un handicap qui est très, très grave. Ton handicap, il est mental parce que tu ne le reconnais même pas que tu as un handicap mental. Moi, je reconnais que je suis handicapé physiquement. Mais alors, quoi d'autre? Il y a des insultes qui viennent de part et autre. Je reçois ça de temps en temps. Ces systèmes de marginalisation, même en entreprise. Je suis diplômé en gestion d'entreprise. Je suis un artiste. Je suis un entrepreneur. Et puis, tout ça, c'est difficile. Je n'ai jamais fait. Et chaque fois que j'ai essayé de travailler, même pour les gens, j'ai toujours été frustré parce que mon frère disait tout à l'heure, ces insultes, c'est cette action de marginaliser les handicapés, de ne pas respecter leur statut. Et puis, si ça devient compliqué, il faut vraiment avoir le mental élevé pour accepter ça et vivre avec vraiment. Donc, jusqu'à présent, on essaie de vivre avec, malgré ces insultes, c'est de longueur en journée. Hier, même encore, j'ai subi cet esprit de rejet, de marginalisation. Là. Mais comme dans ma tête, je suis déjà calé dans ma tête, j'ai dit, bon, mon frère, ça ne sert à rien, vraiment, parce que tu ne peux pas fabriquer un être humain. Moi, je suis fier de ce que je suis. Mais si tu te concentres à m'insulter, vraiment, tu vois, c'est ta maman qui a demandé que je vienne à cette cérémonie parce qu'elle connaît ma valeur. Donc, si tu te fies à mon handicap, fais gaffe. C'était le fils de la maman qui m'avait invité. Il a même menacé à me brutaliser. Il m'a même brutalisé physiquement. Et comme le frère de votre copine ou bien ton fils? Donc, un de ses fils, quoi. Ah, d'accord, ok. Alors, c'est comme au départ, pour vous dire aussi, j'étais violent. Parce que je n'acceptais pas. Je ne voulais pas accepter mon handicap. Donc, une fois que tu touchais mon handicap, verbalement, je te dis, mon frère, si tu es prêt, allons à terre. Et heureusement, sans vous mentir, tous mes combats, si j'ai fait 100 combats quand j'étais violent, j'ai gagné 95 combats. Et je tapais de telle sorte que j'avais tout le monde de violence. J'agissais de façon sauvage. Et puis, je me retrouvais ici au commissariat, et puis, Jésus-Christ m'a beaucoup parlé. Il m'a dit, accepte tel que tu es. C'est pas ton physique là qui est le plus important. C'est ce qui vient à l'intérieur de toi qui est le plus important. J'ai commencé à cultiver ça, à faire des astuces jusqu'à aujourd'hui. C'est un peu comme ça que j'essaie de sortir. Dieu merci, je suis sorti dans la violence. J'essaie d'être cadré, accepte mon handicap comme tel qu'il est, sans me mettre de la pression. C'est pas évident, c'est pas évident. Bon, je sais pas, je vais revenir à l'histoire de M. Boula. Je ne comprends pas, peut-être, je vous pose la question parce que vous avez fait ce milieu, peut-être vous avez une bonne explication. Comment l'Église peut rejeter des personnes, des minorités? Pourtant, ce sont des gens qui sont censés... Qui ont besoin. Et l'Église, c'est son rôle, en fait. Bien sûr. Le rôle de l'Église, c'est un rôle de sauvetage des âmes, hein. Pas seulement pour aller au ciel, mais aussi pour se retrouver dans la vie, pour avoir confiance. Mais malheureusement, c'est aussi les hommes qui sont à l'Église. Et partout, il y a des hommes, il y a les injustices, il y a la méchanceté, il y a la cruauté, malheureusement. Malheureusement, c'est une situation que nous déplorons. Et laissez-moi vous dire, l'Église est plus sectaire que le monde. Hein. Ah bon? Par rapport à... Oui, l'Église rejette. Bon, je n'accuse pas une religion. Mais pour avoir entendu beaucoup d'histoires, beaucoup de personnes ont été blessées par les religieux. Et imaginez lorsque l'Église vous rejette. Parce que c'est la seule institution qui ne rejette personne. Qui est supposé? Et vous allez même dire que même Dieu même, c'est toi qui m'as mis dans cette situation. Je deviens athée, je deviens sorcier, je deviens tout ce qu'il y a. C'est pour ça qu'il a parlé tout à l'heure que son mécanisme de défense, c'était la violence. Il fallait qu'il soit le plus fort, au moins pour faire taire les gens, pour se défendre. Parce que personne ne les défend.
Alors, comment je fais pour me défendre? Lui, il a parlé, c'était mon camarade de classe à l'UPAC. C'était quelqu'un de très brillant, sans le vanter. Très brillant. Parmi mes camarades, s'il y a quelqu'un qui est intelligent, c'est ce monsieur. Et je ne... Moi, c'était pas mon camarade, c'était pas pour vous renchérir. Hein. Mais on a tourné des films ensemble. C'est le seul gars qui n'avait pas le script, mais qui a tourné mieux que nous tous qui pouvions lire les scripts. Donc, il y avait déjà... Il y avait une intelligence. Et le mécanisme de défense, c'est comme vous avez dit à l'entame, ils doivent se battre plus que les autres. D'autres sont dans la violence, d'autres dans la drogue. D'autres, c'est l'école. Le refuge, il est intelligent. Peut-être en montrant que je connais, en montrant que je suis intellectuel, on va me respecter, mais il arrive encore, il fait tout ça. Mais monsieur Bouy, parce que je suis un peu embêtée, parce que quand on dit qu'il rejette, je comprends pas, moi ça m'embrouille. C'est eux qui vous ont recommandé d'aller à l'église, n'est-ce pas? Hein? Vous avez fait 4 ans, si vous avez dit 4 ou 5 ans. 5 ans de formation. Vous êtes sorti avec le diplôme normal qu'il faut. Oui, le diplôme que j'avais, c'est moi qui m'ont voulu faire 5 ans. Hein. La formation, c'est minimum 3 ans. Vous sortez avec une licence en théologie. Puisque licence veut dire aussi autorisation, permis déjà vous êtes déjà autorisé à exercer. Oui, c'est ça, licence. Donc, j'ai voulu approfondir mes connaissances en allant faire un cycle de master. Oui, en me spécialisant un tout petit peu. Donc, après que j'ai fini mes études en théologie, je me suis donc tourné vers l'église comme tout étudiant d'ailleurs. Comme doit normal. C'est ça le rituel. C'est un peu comme à l'administration, quand on te donne. Voilà, vous montrez le dossier. Et voilà. J'ai montré le dossier à presque 5 reprises. 5 dossiers. Non. 5 dossiers qui étaient rejetés. Ça, c'est la 4e. Nous sommes à la 4e année. À l'heure où je vous parle, nous sommes à la 4e année que l'Église évangélique du Cameroun joue à une danse. C'est pas normal. Non, ça, c'est des gens qu'on doit dénoncer. C'est pas normal. Donc, et maintenant, vous disiez que l'Église est plus sectaire que le monde. C'est terrible. Que le monde, et ça se même dans la Bible. Les pharisiens rejetaient les autres. Hein. Ils avaient juste le vernis de la religion, de la connaissance, on respecte les faits. Mais où est la charité? Et parce qu'il a dit à un moment donné qu'il a eu du mal à accepter ses faiblesses. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Moi-même, j'en fais partie. Parce que j'ai été beaucoup malade de l'acné. Et c'est quelque chose que j'ai rejeté. De telle manière que les gens même qui avaient l'acné en face de moi m'énervaient même. Je n'aimais parce que j'avais l'impression qu'ils reflétaient mon image. Je ne sais pas si ça vous fait ça. C'est les boutons. Oui, les boutons. Avoir les boutons sur le visage. Et j'avais vraiment les boutons sur le visage. Le caméraman a souffert et moi, c'est toi, on te dit qu'il faut. Donc maintenant, et moi, c'était du genre, je rejetais toutes ces personnes parce que j'avais l'impression d'avoir mon reflet. Vous avez eu ça quand on vous... Oui, au départ, c'est quelque chose qui marque. Mais c'est pas facile, franchement, c'est pas facile. Et moi, par exemple, je vous ai dit, c'est en faisant beaucoup de sport. Que t'es parti. En faisant beaucoup de sport et en chantant. Donc, de temps en temps, j'ai écrit, jusqu'à présent, c'est comme ça. Mais est-ce que quand vous voyez les personnes handicapées du pied, ça vous dérangeait? Est-ce qu'il peut se mettre avec une femme handicapée? Handicapée, voilà. Justement, ça dérange. Quoi? Oui, j'aime sa question. Je me dis parce que moi, je ne pouvais pas. Je n'aimais pas. Et je comprends que j'avais un problème. Mais est-ce que ça vous arrive? Je veux seulement comprendre si j'étais hors norme ou bien... Non, mais ça arrive. C'est quelque chose qui est naturel. D'accord? Et on ne demande pas à naître avec un handicap. Et lorsque l'handicap est déjà là, il faut automatiquement l'accepter. Et lorsque tu acceptes l'handicap, ça veut dire tu as tué ce qui est physique. Donc, tu commences à travailler ça en esprit, de telle sorte que c'est vrai, de temps en temps, je te dis, yeah, j'ai subi. Mais maintenant, ce n'est plus comme avant. Tu peux m'insulter tout à l'heure, là, tu dis tout ce qui va sur mon handicap. Ok. Mais dites-moi, vous, au début, je veux savoir au début, pas maintenant, pas quand vous avez déjà travaillé. Est-ce qu'au début, là, les personnes malvoyantes ou non-voyantes, vous énervaient foncièrement? C'est la question qui est, excusez-moi, qui est drôle. Bon, elle ne m'énervait pas, en fait. Non, elle ne m'énervait pas, elle ne m'a jamais énervé. Lorsque je les vois, ces personnes, même avant, que ce soit maintenant, quelle que soit la période, oui, elles ne m'ont jamais énervé parce que je me suis toujours... Bref, ce qui s'est souvent passé, c'est
c'est que je ne sais pas si c'est une grâce que j'ai eue, c'est que quand j'ai en face de moi une personne qui n'est pas moi, mais qui est comme moi, je m'efforce tout simplement à la comprendre. Oui, je m'efforce tout simplement à la comprendre et à essayer de comprendre le pourquoi de son comportement et de ses attitudes. Voilà, donc, mais je remarque quand même que beaucoup de personnes ont du mal à accepter leurs faiblesses, ont du mal à accepter leurs moins. Qu'est-ce qui fait ça maintenant? Je pense que les premiers secours pour accompagner ceux qui ont des handicaps, des faiblesses, des limitations, c'est la société. Je m'explique. Première société, la famille. Si vous êtes dans un environnement où vous avez un handicap, mais vous naissez dans un environnement où on vous motive, où on vous aime, où on vous célèbre, où on vous encourage, ça va faire en sorte que lorsque tu vas à l'école ou dans la rue et quelqu'un t'insulte, même tu comprends pas. Parce qu'à la maison, tu es surprotégé. À la maison, tu es nourri, on te galvanise. Donc, l'un des handicaps que les personnes invalides rencontrent, ils n'ont pas le soutien de la famille. C'est clair. Ils ressentent, d'autres ne parlent pas, ils ressentent le regard, ils ressentent que maman ou papa ne veut pas toujours sortir avec moi, ils ressentent que les cousins les marginalisent. Voilà la première fracture émotionnelle des personnes invalides. La deuxième fracture, c'est qu'on sort de la maison, l'école. Les enfants ne sont pas tendres. Les enseignants non plus. Parce que l'handicapé qui aura du mal à lire, Et c'est vrai. on sera encore plus dur avec lui. Pourtant, c'est la personne avec qui on devrait être le plus patient. Parce qu'il a d'abord une limitation mentale. Donc, c'est la personne pour un bon enseignant, quand il arrive dans une salle, il doit repérer les plus faibles. Il dit, vous les plus faibles, là, venez ici. Il doit tout le temps chercher à équilibrer ce qu'ils vont subir pour leur redonner confiance. Et la troisième institution, c'est l'Église. Non, mais là, Je suis choquée. non, c'est même pas choqué, c'est faible, traumatisé. C'est le Jésus mot. n'a jamais rejeté les Bartimée, Jésus n'a jamais rejeté quiconque. Et chez les Blancs, c'est pour ça que je loue l'homme blanc, sans être admirative, parce que je suis fière de ce que je suis. Chez les Blancs, l'handicap, c'est une opportunité. On a Nick Fugissi, qui Pas de pied, pas de... pratiquement, mais c'est l'un des plus grands orateurs des États-Unis aujourd'hui. L'État l'utilise pour aller voir les prisonniers et leur dire, si moi, qui n'ai ni main, ni pied, j'ai pu avoir une femme, j'ai des enfants, et vous, on vous a peut-être condamné à 15 ans, tu n'as pas vu ta fille grandir. Quel est le problème? Regardez-moi. La nature m'a tout refusé. Mais derrière cet échec, derrière ce vide, j'ai dit, c'est une opportunité. Le vide que j'ai ici, comment je peux le renverser? Mais ce n'était pas facile. Lui-même, il dit que à 7 ans, il a voulu se suicider dans la baignoire. À 7 ans, un bébé, il entrait comme s'il dit, il faut que je meure. Parce que quand je vais à l'école, je veux aussi, parce que c'est ça, donc, la dure réalité. Enfant, quand tu es bébé, tu ne sais pas que tu as un problème, tu joues avec les autres et tout, mais quand tu te mets à grandir, tu commences à ressentir. Ils sont bizarres. Pourquoi ils sont bizarres? Pourquoi je peux pas faire telle chose? Pourquoi les parents? Imaginez le choc. C'est choquant. C'est choquant parce que l'enfant, nous tous les enfants se voient égaux. Mais c'est quand on grandit qu'on se rend compte que non. Donc, le mentor disait les différents pôles ou les injustices se passent généralement. Il y a la famille, il y a l'école, il y a l'église, L'État aussi. l'État. Bon, non, on verra. J'étais d'abord en train de vouloir résumer ces différents pôles-là. L'église, moi, je comprends pas. C'est juste intolérable. Mais l'école, je vais revenir dessus. Parce que vous disiez que vous partez chercher votre fille. Chaque fois que je m'en vais à l'école chercher ma fille, et c'est plutôt elle qui subit à ma place. Et lorsqu'elle revient le soir, elle arrête de me poser des questions. Et qu'est-ce que je fais souvent? Elle me dit, comme la dernière fois, la semaine passée, elle m'a dit, papa, il y a mes camarades qui se sont moqués de toi. Et je lui ai dit, non, tiens, ma fille, tu sais, ton papa, c'est quelqu'un de vaillant. Elle me dit, mais papa, tu vas guérir? Est-ce qu'un jour tu vas guérir? Je lui ai dit, non, je peux pas, je peux plus guérir. C'est comme ça que Dieu a décidé que je serai jusqu'à la fin de mes jours. Donc,
Et papa, ça ne te dérange pas qu'on se moque de toi? Il dit, bon, au départ, ça me dérangeait, mais maintenant, ça ne me dérange pas. Tu vois, je suis fier quand je suis avec toi. Donc, regarde-toi, regarde comment tu es belle. Est-ce que tu es comme moi? Elle me dit, non, je suis pas. Alors, tu vois, donc, il y a beaucoup Davantage. d'avantages. Et puis, j'essaie de jouer. Mais toi, à l'école, ne te fie pas à ce que tes camarades disent de toi. Et prochainement, quand un camarade va se moquer de toi, tu n'as qu'à dire à tes camarades que mon papa, c'est le meilleur. Mon papa me donne tout ce que j'ai besoin. La preuve en est. Ton papa, lui, il a 2 pieds, il paye combien? Est-ce que mon papa, c'est parce que il est handicapé ou peut-être je suis allé dans une école publique, mon papa paye la même chose que vous tous. Donc, j'ai mon goûter, j'ai tout, j'ai mon transport, tout ce qui va avec. Et je pose la question, merci beaucoup. Je pose la question parce que je ne sais pas comment, si c'est la responsabilité des parents ou bien on doit s'aider les enfants. Moi, la scène qu'il dit, j'ai vécu à peu près la même scène dans l'histoire où je sais qu'à un moment, les parents ont quelque chose à faire. C'est pour ça que je vous demande, est-ce que vous pensez que les parents... L'éducation devient cruciale. Déjà, à partir de ce que vous devez déjà enseigner à vos enfants à la maison. Dès que tu vois quelqu'un qui est invalide, entoure-le. Il faut enseigner ça. Mais on ne leur dit pas ça. On doit dire à nos enfants, quand tu es à l'école ou quand tu marches dans la rue, dès que tu vois quelqu'un qui a moins d'une main que toi, moins d'un pied que toi, moins d'un œil que toi, aie de l'empathie. Demande-lui souris avec lui, salue-le. Il a le plus besoin de ça. Ça, c'est clair. On ne dit pas ça à nos enfants. Et donc, quand elle arrive, le fait que ses camarades Se moquent. rient, se moquent, et qu'elle n'a pas été, on ne l'a pas préparée à ça à la maison. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met aussi à voir le rejet. Elle se dit, ah, quand quelqu'un est comme ça, comme maman, ça veut dire que je dois rejeter maman ou papa. Vous voyez? La société a un rôle. C'est pour ça que j'insiste encore. La famille. Parce que la famille, c'est la première cellule de la société. C'est là où les Blancs ont réussi. Les Blancs galvanisent tellement. Regardez les Blancs. Il a un enfant autiste. Il aime tellement son enfant. J'ai vu une émission dernièrement sur Facebook, une dame ivoirienne. Elle a une page où elle défend les autistes. Et tous les jours, elle vient parler que mon fils a évolué. Regardez comment quelqu'un l'a insulté. Enlève ton légume de là. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit, ah, tu m'as fait mal. Tu m'as fait mal. Et tout. Et son mari est venu, vous comprenez rien. Il est venu, il a arrêté sa femme, il a arrêté son fils. Il dit, mais vous ne comprenez rien. On fait ça pour aider. Personne n'a choisi d'avoir un enfant. Et je me suis dit, les Africains sont méchants. Je ne sais pas pourquoi nous sommes si méchants entre nous. J'ai dit, mais quand même, elle essaye de guérir même en faisant ça. Elle essaye d'aider d'autres parents. Maintenant, je vous dis, enlève ton légume de là. Pourquoi il te touche un genre, enlève-le de là. Elle va jeter son enfant. C'est pour ça que certaines femmes en viennent à fuir leurs enfants, à avorter, à jeter leur bébé. Parce que quand l'enfant naît, on lui dit, oh, elle dit, je vais faire comment? Mon mari va me rejeter. Il y a même des maris, quand tu accouches un enfant comme ça, ils te rejettent. Il dit, ça veut dire quoi? Pourquoi tu me ramènes un enfant comme ça? Qui crée? Je parle aujourd'hui, vous allez me dire, j'ai commencé à pleurer dès qu'ils ont commencé à parler, parce que la société est ignorante. Ignorant, j'appelle même ça l'ignorance de la manière de traiter le faible. Parce que c'est comme un malade. Le malade vient, tu le repousses, il est fébrile. Tu ne peux pas le traiter dur. Il va tomber et toi, tu dors. Tu dors. Donc, et comment vous avez fait, Monsieur Boulouvou, pour accepter ça et devenir l'homme que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez dû développer en vous? Ce que j'ai développé en moi pour accepter le handicap et la stigmatisation des autres, c'est que je me suis beaucoup intéressé à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures. Je me suis beaucoup intéressé, je suis vraiment versé dans ça. Et la parole de Dieu m'a enseigné sur comment est-ce que je dois
comment dirais-je, comment est-ce que je dois me considérer d'abord moi-même, en considérant aussi l'autre. Voilà, donc j'ai appris beaucoup. Ce qui fait que aujourd'hui, quel que soit le degré de marginalisation dont je pourrais être victime, cela ne pourrait plus m'attrister, cela ne pourrait plus me plonger dans un mélancolisme notoire. Non, 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 non. Oui, donc aujourd'hui, je comprends même l'autre. Oui, je comprends pourquoi mon prochain me qualifie comme il me qualifie là, ou alors pourquoi il me rejette. Oui, donc ça ne vient pas souvent de lui. Il ne fait même pas d'ailleurs exprès de me rejeter. Donc lui aussi il est victime d'une pathologie dont il ignore même. Oui, donc c'est pourquoi il se comprend. Voilà, donc je crois que en considérant le handicap comme tel, oui, on pourrait aisément être épanoui. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et comprendre aussi que le handicap, c'est une opportunité. Oui, c'est une opportunité, le handicap. Il y a tellement des avantages qui sont glissés derrière le handicap. Lorsque une porte vous est fermée, Dieu vous ouvre d'autres. Oui, il y a tellement des avantages derrière le handicap. Si je me permets de les énumérer, je vous assure, vous-même, personne dite valide, entre guillemets, vous m'envierez. Donc, le handicap, c'est pas quelque chose de fatal. Non, 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 non. Ok. Et maintenant, dites-moi, vous pensez qu'ils ont développé quels mécanismes, quels sont les leviers psychologiques qu'ils ont utilisés, même de manière inconsciente? Oui, il a parlé du sport. Il faut faire quelque chose lorsqu'on est troublé dans sa tête. Le sport permet de libérer l'esprit. Le sport permet de dire, ah, je suis endurant. Mais je suis un homme comme les autres et peut-être même plus endurant que les valides. Donc, il y a toujours des tours pour surmonter l'handicap. Il y a le sport, d'autres c'est la musique, d'autres c'est l'écriture, d'autres c'est la foi. Parce que lorsqu'on ouvre le livre de Dieu, on se rend compte que nous sommes tous à l'image de Dieu. On se rend compte qu'on a l'identité de Dieu. Mais que pourquoi les hommes nous sous-estiment? Pourquoi on nous classifie? Pourquoi, quand je lis la Bible, Dieu dit, il nous a tous fait selon son image et selon sa ressemblance. Et honnêtement, sans publicité, la religion, je veux même dire la spiritualité, c'est la meilleure thérapie. Lorsqu'on s'interroge sur soi, lorsqu'on n'arrive pas à s'accepter, lorsqu'on veut être accepté des hommes. Parce que les hommes vont toujours nous rappeler par méchanceté nos défauts, nos limitations, nos faiblesses pour se sentir un peu important. Donc, et la psychologie. Hein? Il faudrait chacun développer comme il peut des mécanismes de défense, mais malheureusement, dans beaucoup de mécanismes de défense, d'autres ont développé on appelle ça comment, la dépendance affective. D'autres personnes, comme je suis faible comme ça, je dois être très sympa. Je dois jamais me fâcher. Je dois être je dois toujours être drôle. Je dois être le bouffon de la classe. Je dois être très serviable. Je dois même être le têtu de la classe. Parce qu'au moins, quand je suis têtu, quand je suis délinquant, quand j'ai des tatouages, on me remarque. Je me fais au moins respecter, même si c'est de l'autre côté. Parce que, tenez-vous tranquille, on a tous besoin d'exister. L'acceptation, c'est qui suis-je? Qu'est-ce que je peux faire qui arrête les autres, que ce soit négatif ou positif? Donc maintenant, si la famille, le conjoint, le parent ne porte pas son enfant, ne porte pas son épouse pour dire c'est notre enfant, c'est notre sang, on ne va pas le jeter. Au contraire, on va l'encadrer. Il est autant que ses frères, il est autant que ses sœurs. Et je vous dis, si on vous donne cet amour-là, vous devenez un monstre. Quand je dis un monstre, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune limitation. Parce que tu dis, mon père m'a toujours regardé. Donc, en fait, c'est la base, le problème. Très important, j'insiste. L'acceptation passe beaucoup par la cellule familiale. Malheureusement, on a des parents souvent eux-mêmes blessés. Donc, leurs histoires, d'où ils sortent, ils ne peuvent pas nous galvaniser. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai parlé de la religion. J'ai parlé de vous entourer d'un cercle bienveillant, des amis sincères qui vont vous aimer pour ce que vous êtes, pour votre âme, pas pour votre apparence. J'aime ton âme. J'aime ta philosophie de vie. J'aime ta vision. J'aime tes talents. Vous vous entourez de personnes comme ça vous booste aussi énormément. Pour ceux qui ont la grâce, un conjoint qui vous accepte tel que vous êtes, c'est une pilule de jouvence, une pilule de leadership hors norme. Mais l'homme a besoin d'amour. Tout ce que je raconte là, c'est pour dire que l'acceptation de soi a besoin d'amour. Tous les faibles là, tous les invalides là, ont besoin d'amour. Et cet amour peut prendre des formes, le respect, l'admiration,
la considération, l'honneur. C'est pour ça que d'autres vont à l'école loin, parce que je veux le respect. Si tu vas m'aimer, respecte-moi moins. Je veux être indépendant. Il faut que j'avance plus loin pour ne pas dépendre des autres. Donc, c'est tous ces paramètres-là qui se résument à l'amour. C'est pour ça que l'acceptation de soi passe par l'amour de soi-même. J'ai beaucoup pleuré parce que moi aussi, j'avais beaucoup de boutons sur le visage comme vous. Et j'étais pas grande de taille. On m'a toujours dit que la courte fille, est toute bête des enfants. Mais ça m'a tellement marqué. Et c'est quand j'ai commencé à lire les Écritures, comme beaucoup ont dit là, quand j'ai commencé à dire ce que je sais, à faire ce que je sais faire et à prendre du plaisir dans ce que je sais faire, que j'ai dit, mais j'ai de la valeur, qu'est-ce que les gens racontent? Donc, si on peut prendre un peu comment faire pour avoir confiance en soi. C'est-à-dire, j'ai retenu le sport, j'ai retenu les Saintes Écritures, et maintenant, de manière, comment faire pour s'aimer? C'est-à-dire, je n'aime pas mon pied, mais comment je fais pour l'aimer? Déjà, chercher des modèles qui ont votre handicap. Si tu as un homme court, Omar Bongo était court, Paul Biya, milliardaire. notre cher président. Ah bon, ok. Il était court, il mettait les talons. Mais il a eu les plus belles femmes. Les plus grands chefs d'État français. Allez écouter sa sagesse. On avait besoin de lui. Si tu es aveugle, il y a eu le Stevie Wonder. Il a marqué le monde de la musique. Vous avez toujours besoin d'un repère, d'identification. Même quand on voyait, on cherche d'abord les noirs. C'est comme ça, c'est psychologique. Quand je voyais, dès que je vois mon frère, moi, je suis plus à l'aise. Gars, tu es quoi, ivoirienne, parce que les blancs, si. Pareil avec les handicaps. Quels sont les modèles dans votre handicap qui ont réussi? Il y en a. Et dites, je vais être comme lui, il a fait commencer le monde aveugle. Mais il a marqué le monde de la musique. C'est une personne, parmi les personnalités les plus influentes du monde. Il a fait comment? Les gens m'insultent l'aide. Oprah Winfrey n'était pas très belle. Mais elle a été la plus grande communicatrice de son temps. Whoopi Goldberg. On l'insultait, elle est trop noire, elle est ceci. Mais quel jeu d'actrice elle a. Elle a marqué son empreinte dans le cinéma. Quels sont vos modèles? Cherchez les modèles qui ont votre handicap. Ok. Moi, je pense que c'est souvent un excellent levier pour avancer. Parce que je bénis la vie et l'univers et Dieu. Il y en a toujours. Les gens qui sont même moins que vous. Non, on fait de plus grandes choses. Allez lire leur vie. Allez comprendre leur mindset. Et dire, je veux être comme ça. Et plus. Parce qu'il n'a pas eu ça, mais il a réalisé ça. Et il y a aussi des personnes qui ont eu un passé et qui ne se sont pas encore pardonnés. Par exemple, il a fait un mauvais choix de femme, de mari, ou bien il a gâté de ses opportunités quand il était un peu plus jeune. Bref, le passé n'était pas très glorieux. Mais il n'arrive pas à traverser ça. Il s'en veut. Et il s'en veut parce que les autres lui rappellent toujours. Voilà. Les erreurs, ce ne sont pas des échecs, les erreurs sont des leçons. Comment tu peux refuser qu'on t'enseigne? L'obstacle, c'est une leçon. La limitation, c'est un enseignement. Quelqu'un dit souvent, le problème en lui-même n'est pas un problème. C'est comment tu perçois le problème. Vous pouvez trouver deux personnes qui sont affamées là. Une personne tombe, une personne ne tombe pas. Lui n'est même plus sur la famille, il est ailleurs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le problème est neutre. C'est ce que tu fais dans ta tête de ton problème qui t'avance ou qui te recule. Donc, il faut avoir un mindset où dire ce problème n'est pas un problème parce que je vais le voir du bon angle. Je vais utiliser ce problème pour aller ici. Et c'est ce que les Blancs font. Quand quelqu'un est autiste chez les Blancs, il va arriver dans une situation d'autisme, il va chercher à dire j'ai eu telle maladie rare. Et par rapport à la maladie rare, je vais créer une fondation pour les enfants qui vont naître et qui auront cherché à laisser un héritage. Pour ceux qui peuvent naître et venir avec ce genre d'handicap, ça aide énormément. Et comme dans le cancer, il a un peu d'argent, il va créer une fondation. Il va dire, parce que j'ai vécu ça, partager son expérience, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que tu risques de vivre. Des petits enfants qui ont le cancer, comme si tu... Regardez le blanc. En Afrique, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le problème qu'on a. Pourtant, on a toutes les potentialités. Est-ce que vous avez l'impression que l'un des problèmes fondamentaux
comment je vais dire ça? J'ai envie de dire, l'un des problèmes fondamentaux de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne s'acceptent pas. Et quand on ne s'accepte pas, on ne peut pas se réaliser. Est-ce que vous pensez d'abord que si on ne s'accepte pas, on ne peut pas se réaliser? Pourquoi vous pensez? Même si on se réalise, on ne peut pas atteindre son plein potentiel. D'accord. Parce que dès que tu es blessé, qu'est-ce que tu fais? Tu te refermes. Or, la fleur, pour être épanouie, elle a besoin d'être très ouverte au soleil. Mais si tu ne t'aimes pas et que tu n'as pas encore travaillé dessus, chaque fois qu'on va piquer, tu vas faire comme ça, va te faire reculer. C'est pour ça que c'est important. Donc, le cafard va pleurer que pourquoi Dieu ne l'a pas créé lion. Le cafard va dire qu'on dit qu'il est laid, non? Parce que regardez les animaux. Chacun est dans son espèce. Chacun est dans son règne. Il y a même des animaux aveugles. Il y a des animaux qu'on appelle le paresseux. Il est né comme ça. C'est même pas qu'il a choisi de marcher. On dit que pour que le paresseux fasse un pas, ça peut mettre 2 heures. Hein. Mais il va te dire, mais génétiquement, j'ai été conditionné comme ça. Je vais me jeter. Il a plu à Dieu. Entrez dans votre espèce. Explorez votre espèce. Et soyez le meilleur. Trouvez, vantez même votre espèce. J'ai aimé quand elle a dit, moi je me souviens quand j'étais à l'école, j'avais une amie qui me disait que je demandais à ma soeur, notre amie Pouille aussi, qui est fière d'être aveugle ou pas. Je ne comprends pas. Elle ne comprenait pas le fait qu'il arriva à trouver des avantages à son handicap. Est-ce que c'est normal? Je ne savais pas quoi lui dire, mais aujourd'hui avec la psychologie, j'allais lui répondre, il a travaillé sur lui. C'est tout, c'est pour ça que tu perçois ça comme ça. Il a traversé. Maintenant, il voit les opportunités. Sa limitation, il ne voit plus les limites. Et c'est important. Ce qui nous stagne, tu vois les limites. Oh, je ne suis pas grande. Je n'ai pas fait l'école. Je suis d'une famille pauvre. Chaque fois que tu vas regarder tes limites, tu n'avances pas. Mais chaque fois que tu vas regarder qu'en tant que cafard, où est-ce que je suis plus important que l'éléphant? Le cafard entre partout. Ce n'est pas un peu. Et on ne t'envoie même pas. Retrouvez les avantages de votre nature. Et vous allez l'aimer. Vous allez l'accepter. Vous allez vous l'approprier. Et vous allez inspirer les autres. Parce que dès que quelqu'un a confiance en lui, hein, il attire les gens qui veulent puiser à sa source. C'est une énergie, la confiance. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui dégage un certain parfum mental, spirituel. Et quelqu'un qui a confiance en lui, il dégage de cela. Regardez Nelson Mandela, 27 ans de prison. Il avait confiance. La résignation, le calme, il était même plus à l'aise que nous qui étions d'ailleurs. Ça faisait que quand les gens étaient en face de lui, il y avait un magnétisme, une aura. Pourquoi? Il voyait les biens fondés de lui quand il cassait les pierres là-bas à Roman Island. Il ne disait pas que ça veut dire quoi. J'étais un brillant avocat, je défends même les droits, on m'a enfermé ici. Lui, il était là. La patience, c'est quoi? Je dois apprendre la patience en cassant les pièces. Quelle est la leçon que casser les pieds veut me donner? Nous ne méditons pas assez sur les leçons que nos handicaps nous donnent. Et nous prenons mal les leçons que nos handicaps nous donnent. Pourtant, c'est des bénédictions. C'est clair. Ok, on va prendre ça comme mot de fin. Nous devons méditer et trouver les avantages de notre handicap. Je vais prendre 30 secondes. 30 secondes que vous dites aux gens vraiment l'utilité. C'est un handicap. Non, de s'accepter. L'utilité, l'importance. 30 secondes. Comment ça va? Rodolphe Haïssi, moi je passe mon message à la nation, au peuple. L'handicap n'est pas une fatalité. Au départ, c'est souvent une frustration, peut-être parce que l'environnement et la famille n'acceptent pas ça au départ. Et puis, au fur et à mesure, les connaissances sont larges. Dieu nous permet de comprendre beaucoup de choses et que tout ce que Dieu fait est bon. Et il ne faut pas toujours prendre son handicap comme une fatalité. Moi, par exemple, au départ, je vous ai dit la violence et tout, peut-être parce que je n'étais pas encore enseigné, je n'étais pas encore édifié, je n'étais pas encore élevé. Aujourd'hui, gloire à Dieu, je suis élevé, je suis fier d'être handicapé. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai été formé à la CATV FM 94, je suis un entrepreneur, j'ai 2 entreprises. Bientôt, je dois me marier. Et puis, je suis père de plusieurs enfants. Et je ne stresse voilà, pas. quoi. Vous êtes même mieux que les non-handicapés. Je ne stresse pas. Et puis, c'est relax, tout est relax chez moi. C'est sans complication, la famille. Ok. Monsieur Bouillou.
Mais je puis, avant de commencer, rassurer mon frère que le mariage est une très bonne chose. Hein? Oui, le mariage, c'est une autre dimension d'adoration, sincèrement. Il y a des très bonnes choses dans le mariage. Merci. Les mariés, ils comprennent de quoi je parle. Voilà. Bon mari. Exact. Oui, merci. Oui, donc, en un mot, que puis-je bien dire? Voilà, c'est accepter l'acceptation de soi. Oui, vous ne pouvez pas vous réaliser si vous refusez de vous accepter soi-même. Oui, donc il est important de s'accepter, de reconnaître que voilà mes limites, mais en reconnaissant que voilà mes limites, voilà, oui, je ne peux pas, c'est vrai, ça c'est ce qui est vrai, on ne peut pas, que vous voulez savoir, que vous le refusez, que vous l'acceptez, c'est là. Maintenant, il faudrait donc regarder plutôt devant. Il faudrait être capable de croire, parce que c'est pas souvent aisé, de croire qu'on peut y arriver. Quand je me rappelle, si j'ai bonne souvenance, à moins que ma maman me trahisse, quand j'étais en classe de première, il faut qu'on conclue. Oui, une soirée de conclure, madame. J'ai rédigé mon tout premier livre. Les enseignants me disaient, non, tu ne peux pas écrire un livre, tu écris jeune. Voilà, et je leur ai dit, Ésape de vie cruelle, la révisé en grade de troisième. Moi, je suis en premier, je suis très en retard. Je me suis servi de ça pour pouvoir exceller. Aujourd'hui, je suis un écrivain international. J'ai publié dans les très grandes maisons de renom. Et je suis resté dans les mémoires des étudiants dans les universités. Merci. OK. Mentor, vous avez fait une très belle conclusion. Donc là, on repart pour votre conclusion. C'était vraiment... Je ne sais pas quel est le mot. Soutenons les faibles. OK. C'est ce que j'ai envie de dire. Dès que vous percevez faiblesse chez quelqu'un, au lieu de... C'est comme un aveugle, ou je ne sais pas comment on dit souvent. Tu vois quelqu'un qui ne voit pas, tu le pousses dans le trou. C'est méchant. Prenez les personnes qui ont des faiblesses. Hein. Ça peut être le manque de diplôme, ce n'est pas seulement un handicap physique. Il y a des personnes qui ont des problèmes mentaux et tout ça. Toutes ces personnes ont besoin de beaucoup d'amour et d'assistance. C'est juste ça. Un peu d'amour, un peu de respect, un peu d'assistance, un peu d'empathie et tout réjouir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Une émission très émouvante. Merci. Moi, je me suis un peu retenue pour ne pas couler de larmes, mais vraiment, j'ai apprécié votre bravoure. Merci. Vraiment, je voudrais vous dire personnellement félicitations parce que je sais que ça demande beaucoup de courage et je souhaite que vous soyez un exemple pour toutes les personnes dans votre situation et même pour les personnes même comme nous parce que le handicap, c'est dans beaucoup. Vous avez dit ça tout à l'heure, on a des pathologies diverses, hein. Parfois des pathologies qu'on ignore. Donc, on a beau se moquer de quelqu'un, pourtant on a une maladie qui est pire. Donc, je voudrais appeler à tout le monde, comme le mentor l'a dit, soyons tolérants, soyons indulgents, soutenons les faibles. Parce que c'est ça l'amour du prochain. Merci beaucoup et on se voit pour la prochaine édition. Un bon dimanche encore.